je vais faire les messages de service pour demander gentiment à tous ceux qui sont encore en train d'échanger entre vous. N'hésitez pas à profiter des espaces sur les côtés, notamment ceux qui sont au fond. Philippe, Fabrice, je vais devoir vous demander de profiter des espaces de networking sur les côtés, derrière le bar. Et puis on va direct redémarrer. Comme je vous le disais, on attaque avec la FinTech. Et je vous demande d'accueillir sur scène le directeur de Capgemini Consulting, Julien Giffard. Hop. Merci, bonjour à tous. Micro. Ouais. Bonjour à tous, je suis Julien Giffard, je suis directeur chez Capgemini Consulting et j'ai 2 casquettes chez Capgemini. Je pilote les activités de plateforme de service et je m'occupe aussi du digital banking. Alors le digital banking, ça consiste à accompagner les grands groupes bancaires et assurantiels dans leur transformation digitale. Transformation digitale, c'est la préoccupation numéro 1 de ces grands groupes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les usages, vos usages, de vous qui êtes clients et consommateurs de banques et assurances, évoluent. Petit sondage rapide dans la salle, qui parmi vous a été dans son agence bancaire dans les 3 derniers mois ? Voilà, généralement personne ou très peu lève la main. Pourquoi ? Parce que du coup, les usages, vos usages se digitalisent. Et du coup, je vous propose là de faire avec nous une petite plongée dans le monde de la French FinTech. Et pour ça, j'appelle à mes côtés 2 éminents représentants de la French FinTech. Olivier Gentier, directeur général d'Advice Group, et Édouard de la Jonquière, vice-président Sales et Marketing de SlimPay. Olivier et Édouard, merci d'être avec nous. Je vais vous laisser vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Gentier, directeur général d'Advice Group. Advice Group, c'est un robot conseiller. Et notre métier consiste à faire du conseil financier, donc à conseiller des clients en direct ou leurs conseillers pour les aider à mieux gérer leur épargne. Et donc, on va poser un certain nombre de questions aux clients pour essayer de comprendre quel est son profil, quels sont ses projets, et ensuite lui délivrer un conseil, lui permettre de l'exécuter facilement et surtout de le suivre dans le temps, c'est-à-dire de pouvoir informer régulièrement le client de ce qui se passe sur son épargne et de l'inviter éventuellement à faire des actions à corriger, à modifier cette épargne si besoin est. Salut Julien, moi je suis Édouard de la Jonquière, je suis CMO chez SlimPay, qui est une fintech française spécialisée dans les paiements récurrents, avec un produit principal qui est le prélèvement SEPA, et qu'aujourd'hui on essaye de rendre aussi simple qu'un paiement par carte bancaire sur Internet, avec des services à valeur autour du paiement, donc tout ce qui vient avant le paiement pour le préparer et le rendre le plus successful possible, et tout ce qui vient après le paiement pour essayer de maximiser la collecte en cas de paiement échoué. Donc on est une petite soixantaine, un peu plus de 60 aujourd'hui. On est présent dans 5 pays, basés à Paris, et puis des bureaux au UK, en Allemagne, en Hollande, en Espagne et en Italie. Ok, merci à tous les deux d'être avec nous. Donc on voit là qu'on a 2 fleurons en fait de la FinTech, à la fois dans le marché des paiements et à la fois dans le marché de l'épargne. Du coup, je vous propose un peu d'avoir 3 temps là dans notre table ronde. Le premier temps, c'est de partager un peu la vision du marché au global des services financiers en faisant un zoom bien sûr sur l'épargne et les paiements. Ensuite, de dire un mot sur la collaboration entre les FinTech et les grands groupes, et ensuite de voir les perspectives à l'international pour les FinTech, et effectivement en faisant un zoom sur les paiements et l'épargne. Peut-être juste avant de faire un focus sur ces deux secteurs en particulier, un petit mot sur le marché global des services financiers et le positionnement des FinTech. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des services financiers est soumis à une triple rupture, notamment dans la partie banque. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement financier de taux bas. Et c'est le cas depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Ensuite, on a des évolutions réglementaires. Alors, je ne vais pas vous barber, entre guillemets, avec toutes les réglementations en cours, mais qui, en gros, dérégulent un peu le marché et ouvrent surtout des possibilités à des nouveaux acteurs de venir proposer des nouveaux services aux clients des banques traditionnelles. C'est le cas de la directive des services de paiement 2, c'est aussi le cas de la loi de mobilité bancaire.
Et donc ça ouvre des perspectives et un champ d'intervention pour des nouveaux acteurs et donc les fintechs sans précédent. Et la troisième évolution, c'est bien sûr les évolutions technologiques autour du big data, autour de la réalité augmentée, autour du blockchain, etc., qui changent la donne. Et on voit sur le marché des nouveaux acteurs qui entrent, en plus des banques traditionnelles, comme par exemple les pure players, N26, comme des acteurs non bancaires qui lancent leur activité bancaire. Ce sera le cas bientôt d'Orange Bank, c'était le cas de Carrefour avec Sésame récemment. Et puis probablement de la Poste l'année prochaine. Donc dans ce contexte-là, on voit qu'il y a un marché qui évolue beaucoup et les grands groupes réagissent en lançant leur transformation digitale. Et on voit pour les quatre principales banques françaises, on est sur des investissements colossaux. Et donc dans ce cadre-là, les grands groupes voient la collaboration avec les fintechs comme un moyen d'accélérer. Voilà pour le panorama global. Olivier, toi, sur le marché spécifique de l'épargne, comment tu vois un peu ta vision du marché et les perspectives d'évolution pour un groupe comme Advise? Alors les perspectives, elles sont un petit peu énormes, et je rajouterais par rapport aux évolutions dont tu parlais, une quatrième, qui pour moi aujourd'hui est peut-être aussi la plus importante, qui est l'évolution du comportement du consommateur, qui dans tous les domaines s'attend à avoir un service instantané, un service de conseil, et c'est vrai dans le transport, c'est vrai dans la consommation de tous les jours. Dans l'épargne, ça l'est un peu moins, parce que globalement, justement, entre autres, en raison des autres évolutions dont on parlait, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris. Si on regarde le marché de l'épargne aujourd'hui, ce qu'on pourrait en faire, il est juste énorme. Hein, si je regarde juste le marché français, aujourd'hui sur le placement préféré des Français qui est l'assurance vie, on a plus de 1600 milliards d'euros qui sont investis. Et pour quasiment 85% de cet investissement, il est sur un placement complètement sécurité qui s'appelle le Fonds euro de l'assureur et qui a été le placement privilégié. Pourquoi? Parce que pendant des décennies, il a rapporté suffisamment de rendement sans que le consommateur, l'épargnant, ait à se poser plus de questions. Or, tu le rappelais, l'environnement de taux aujourd'hui fait que tout ça est terminé et qu'aujourd'hui, si demain on veut assurer ses projets, qu'ils soient à court terme, comme l'achat d'une résidence principale, ou qu'ils soient à long terme, comme par exemple la préparation de sa retraite, il n'y a pas le choix. Il va falloir avoir une épargne qui soit beaucoup plus dynamique, qui soit beaucoup plus investie entre à la fois de la sécurité, bien entendu, parce qu'on a tous envie de préserver son capital, ou en tout cas une partie de son capital, et puis de la performance. Et la performance, il n'y a pas de secret, il faut aller investir dans l'économie, je ne vais pas apprendre à tout le monde, l'économie réelle, des actions, des fonds, etc. Or aujourd'hui, dans tout ce domaine-là, il faut savoir que soit vous êtes très riche et vous avez accès à un niveau de conseil qui globalement vous est donné par un banquier privé, soit vous êtes très intelligent en finance et vous avez envie de vous en occuper, vous le faites par vous-même, et ça c'est 3% de la population dans son ensemble, les très riches et les très expérimentés, et puis il nous reste 97% de la population qui aujourd'hui veut du conseil, veut qu'on l'aide à gérer tout ça, et qu'on ne soit pas seulement dans une organisation qui jusqu'à présent a été complètement verticale et instantanée, puisque comme tu disais, il y a peu de gens qui vont encore chez son banquier, mais quand on va chez son banquier, on va se faire conseiller un produit et ça va s'arrêter là. Il va être conseillé en instant T, et votre contrat d'assurance vie que vous allez garder 10 ans ou 15 ans, il n'y a plus personne qui va venir vous en parler pendant 10 ans ou 15 ans, à part l'assureur, bien entendu, parce qu'il va vous envoyer un relevé annuel, mais finalement avec très peu d'informations. Et c'est tout ce domaine-là qu'on essaye aujourd'hui de révolutionner pour dire, eh bien justement, on va pouvoir accompagner, parce qu'on va pouvoir, grâce aux nouvelles technologies, grâce à la réglementation, et pas à cause de la réglementation, parce que la réglementation en finance aujourd'hui, elle nous oblige à mieux connaître notre client, à lui poser des questions, à pouvoir le qualifier. Et donc finalement, elle nous permet dès l'entrée en relation de prendre plein d'informations qui vont être très utiles pour pouvoir conseiller le client en avant-vente et lui dire voilà ce qu'on conseille de faire, et ensuite dans le suivi au quotidien. Chez Advise, on le fait de manière très simple. Hein. Un client, il faut 5 minutes pour recevoir un conseil personnalisé à partir du moment où il s'inscrit sur notre plateforme et qui répond à quelques questions. Alors je sais, il y a des questions auxquelles ils n'aiment pas répondre, genre combien je gagne et combien je suis prêt à épargner, mais elles sont importantes pour qu'on puisse qualifier. Et puis une fois qu'il doit être souscrit, on va chaque semaine l'informer sur ce qui se passe, mettre ça en perspective par rapport à ce qui se passe sur les marchés. Ça paraît quelque chose de très facile, mais c'est assez compliqué parce qu'on parle de systèmes d'information qui ont énormément de mal à se parler entre eux. Donc nous, on va puiser l'information utile pour la restituer au client. Et puis enfin, quand il faut faire des modifications, ou parce que lui décide d'en faire parce que sa vie change, on va l'aider à les faire de manière extrêmement simple. On va rendre cette matière très facile.
Alors les perspectives, elles sont où? Elles sont énormes parce qu'une fois de plus, je vous rappelle le chiffre, 1600 milliards, très peu de conseils finalement. Et je pense que surtout, elles iront, sans vouloir empiéter sur le deuxième sujet, mais elles iront surtout dans une collaboration entre FinTech et acteurs traditionnels de la banque ou autres. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller chercher le client là où il est déjà, mais on va pas aller le ramener chez nous, mais on va aller le chercher là où il est pour essayer de lui donner du conseil et aider à ce qu'il se suive de manière beaucoup plus pertinente. Merci Olivier. Edouard, quant à toi, sur le marché des paiements, comment tu vois un petit peu l'évolution du marché et vu de SlimPay, quelles sont les perspectives de croissance sur ce marché? Le marché du paiement et l'évolution du marché du paiement, nous chez SlimPay, on l'aperçoit comme étant très lié à l'usage. Le paiement, c'est un métier d'usage, puisque le coût d'entrée technique pour opérer un paiement, c'est un peu compliqué au début. Ça demande d'avoir un agrément si on veut couvrir toute la chaîne depuis la capture du moyen de paiement jusqu'à l'exécution de la transaction. Mais dans les faits, ce qui peut apparaître un peu compliqué, c'est de plus en plus commoditisé. Aujourd'hui, le paiement rentre dans une ère beaucoup plus centrée sur l'usage, sur l'UX, sur la capacité que va avoir tel moyen de paiement ou telle façon de payer de pénétrer la vie quotidienne des consommateurs, qui soient offline mais de plus en plus et bien majoritairement online. Et du coup, ce qui était avant une problématique et technique et financière devient de plus en plus une problématique marketing et interface. Et aujourd'hui, le challenge quand on fait du paiement, il est assez paradoxal mais en même temps intéressant. C'est-à-dire que le paiement, personne ne peut s'en passer, puisque dans un tunnel de conversion e-commerce quel qu'il soit, je fais plein d'efforts pour faire venir le client, mais à la fin, si j'arrive pas à le transformer, c'est-à-dire si j'arrive pas à faire qu'il paye, eh ben, tous les efforts que j'aurais accomplis avant ne serviront à rien. Mais par ailleurs, donc il est hyper important parce que c'est l'étape clé qui transforme, mais par ailleurs, il a vocation de plus en plus à disparaître. Puisque l'étape de paiement est toujours super painful, qu'elle soit physique, je sors du cash, ou qu'elle soit électronique, je sors ma carte, ou il faut que je l'enregistre, ma carte ou quel que soit le moyen de paiement. Donc notre challenge aujourd'hui, c'est à la fois d'arriver à faire un truc qui soit extrêmement simple techniquement, extrêmement sécurisé d'un point de vue infrastructure, mais en même temps d'un point de vue usage. Et ça, je pense que c'est un très très beau challenge quand on est designer UX, c'est qu'il faut qu'il disparaisse. Donc en fait, on doit travailler et on doit mettre plein d'efforts sur un truc qui a vocation à ne pas se voir et à être finalement à devenir quasiment inconscient. Et ça, ce qui le magnifie très bien, c'est l'émergence de l'économie de l'abonnement, où finalement je vais activer un abonnement, je vais enregistrer mes coordonnées bancaires, qu'elles soient carte ou IBAN une seule fois, et puis ensuite je vais oublier le paiement. Et ça, c'est un peu le parachèvement du paiement comme ce que nous on a appelé le 5e P du marketing mix, qui devient cette étape clé, mais cette étape qui doit être extrêmement bien exécutée et invisible pour être la plus performante possible. Donc les perspectives de croissance, je dirais que dans le paiement, c'est pas très compliqué, parce que dès lors qu'il y a de la croissance d'activité online, il y a de la croissance dans le paiement, puisque tout le monde a besoin de paiement. Et on reviendra peut-être un peu après sur les perspectives réglementaires, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt un shift de moyens de paiement, et notamment en Europe, parce que la nouvelle réglementation qui vient de sortir consacre une nouvelle ère d'ouverture et d'interconnexion au travers d'API, donc qui vont faire que des acteurs indépendants comme nous vont pouvoir communiquer directement avec des banques. Et donc ce qui est un peu au cœur de cette nouvelle réglementation qui arrive, c'est plutôt de savoir quel est le moyen de paiement qui va dominer. Est-ce que c'est la carte? Est-ce que c'est les porte-monnaies électroniques type PayPal? Ou est-ce qu'on ne va pas revenir finalement à un truc beaucoup plus simple qui est, au travers d'une API et d'une méthode d'authentification, je pourrais, et un marchand pourra avoir directement accès à mon compte en banque. Et donc finalement, on reviendra un peu à ce qui est la colonne vertébrale du paiement, qui est le compte bancaire. Voilà. Merci messieurs pour ces panoramas de marché très intéressants. Je vous propose de passer à notre second thème,
qui est sur la coopération entre les fintechs et les grands groupes. Chez Capgemini, on regarde un peu les différents modèles de coopération entre les grandes banques et les grandes assurances et les fintechs. Et on voit qu'il y a trois modèles principaux. L'acquisition, j'imagine que vous avez tous vu l'acquisition de Compte Nickel par BNP Paribas il y a quelques jours. L'investissement dans les fintechs, notamment Crédit Mutuel Arkea et Crédit Agricole ont pris des parts et ont investi dans Linkso par exemple. Et puis le troisième modèle, c'est la collaboration. Et on a développé une activité qu'on appelle Bank as a Platform, qui est le développement de la collaboration entre les fintechs et les grands groupes pour faire du business ensemble. Et il nous semble, enfin on le regarde et on le constate sur le marché tous les jours, que les modes de collaboration pour développer des offres communes entre les fintechs et les grands groupes évoluent de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, ils voient un intérêt dans leur time to market. Ils sortent, en s'associant à des fintechs, des offres beaucoup plus rapidement sur le marché et ils peuvent ensuite capitaliser sur des expertises de niche ou spécifiques pour être au plus près des besoins des consommateurs. Maintenant, je vous propose du coup de repasser la parole à Olivier pour que, Olivier, tu puisses nous livrer toi ton regard sur la collaboration entre un grand groupe et une fintech et nous livrer ton retour d'expérience avec Advise. Alors c'est toujours une relation difficile parce que c'est pas une relation, on s'aime plus, on s'aime à nouveau. Nous on n'en est pas à la partie acquisition, mais par contre on va pas, mais on a bien testé les deux modèles puisqu'en fait au sein d'Advise on a deux modèles bien spécifiques, un modèle d'acquisition client et donc on développe notre propre marque avec nos propres clients via une plateforme internet qu'on a développée maintenant il y a plus de 5 ans et qui nous permet en plus d'avoir acquis à la fois une expérience et une maison témoin qui nous a permis d'avancer dans beaucoup de discussions qu'on a pu avoir avec des acteurs qui, eux, vont vouloir effectivement utiliser tout ou partie de notre technologie pour pouvoir les aider justement, comme tu le dis, à déployer des offres. On est très content d'avoir signé un gros contrat en fin d'année dernière qui nous permet aujourd'hui de travailler sans dévoiler trop de secrets avec le groupe La Banque Postale pour justement déployer même toute notre technologie aujourd'hui en marque complètement blanche chez eux et d'être finalement ce qu'on arrive à faire et ce qu'on prouve qu'on sait faire depuis très longtemps, être le lien entre différents métiers qui sont nécessaires dans le domaine de l'épargne. Et aujourd'hui, quand vous épargnez, vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous vous rendez pas compte, mais vous vous adressez à la fois à un distributeur, à un assureur et éventuellement à un gérant dont les trois vont devoir communiquer régulièrement pour pouvoir vous servir une prestation qui soit de qualité. Alors on s'avère que ce sont trois métiers totalement différents, pas du tout avec les mêmes objectifs, que ce sont souvent trois conformités aussi différentes, que ce sont aussi trois systèmes d'information. Et là je simplifie, des fois c'est beaucoup plus différent. Et donc ce qu'on essaye d'apporter, c'est beaucoup de flexibilité pour pouvoir faire le lien entre tout ça. Et même si c'est de manière complètement, une fois encore, en marque blanche, permettre finalement à tous ces gens de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir restituer au final au client ce qu'il attend. Une fois encore, c'est un service global, complet, parce qu'un client, quand il ouvre un produit d'épargne, il s'attend à la sortie à avoir une performance, une qualité de service, peu importe, qui soit irréprochable, quels que soient finalement les différents acteurs qui ont eu à intervenir dans toute la chaîne. Donc voilà, les relations, elles vont de mieux en mieux et je pense que la collaboration, elle ira de plus en plus en avant. On a passé pas mal de steps par rapport à ça. Il y a encore quelques mois, je pense que les grands groupes nous regardaient plus en essayant de comprendre comment ils pouvaient travailler avec nous. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pistes et c'est vrai dans le monde traditionnel de la banque et ça sera vrai aussi avec des nouveaux acteurs parce qu'aujourd'hui, toute personne, encore plus demain, tu le disais, le paiement c'est une commodité, mais peut-être que l'épargne ça en deviendra une aussi. Et en fait, demain, pourquoi pas, des grands distributeurs qui ont des réseaux de clients pourront offrir du conseil financier à leurs clients via ces plateformes et via les acteurs traditionnels. Édouard, est-ce que toi, sur le marché des paiements et avec l'expérience que tu as de la collaboration des grands groupes avec SlimPay, est-ce que tu partages ce point de vue et comment tu vis, toi, cette collaboration au quotidien ? Moi, je la vis plutôt bien. C'est toujours un peu c'est un peu une erreur d'opposer start-up et grands groupes et encore plus dans la fintech. Parce que tout simplement, si on veut scaler son business, on a deux solutions. Soit on fait du volume avec plein de petits clients, ou alors on fait de la valeur avec peu de clients, mais plutôt des gros. Sachant que le paiement, c'est un métier de volume, c'est-à-dire c'est un métier de transaction sur lesquels
il y a besoin d'avoir des millions et des millions et des millions de transactions pour pouvoir gagner sa vie. Nous, on a fait le pari de plutôt aller chercher ces volumes chez un nombre restreint de clients qui sont plutôt les grands groupes. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, moi je crois que les grands groupes technologiquement sont en train de comprendre un truc qui est hyper important et qui est lié aussi à l'évolution de la techno, qui est que le règne de l'ERP un peu massif et ultra dominant, qui permet de tout faire, mais qui du coup fait rien bien, parce que quand on fait tout, on fait rien bien, est un peu en train de se terminer, et que de plus en plus, les grosses boîtes qui cherchent de l'agilité et qui cherchent de la vélocité commencent à comprendre que grâce à des standards technologiques de communication ouverte tels que permettent de faire les API, eh ben c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace et c'est plus économique de prendre le leader du CRM, le leader de la facturation, le leader du paiement, et finalement le métier de la DSI d'un grand groupe, ça devient plus d'installer et de maintenir un ERP pendant 15 piges et ça va coûter des centaines de millions et de toute façon le projet sera en retard, versus juste faire un peu de couture pour arriver à faire se parler des systèmes hétérogènes mais qui par nature ont été conçus comme ouverts et communicants, puisque c'est le sens de ce que font les leaders mondiaux du CRM, de la facturation et du paiement. Et donc ça, je pense que c'est très riche d'opportunités pour les startups fintech et pour le paiement, parce que le paiement c'est toujours en bout de chaîne. Donc on a vachement intérêt, nous, à travailler ces partenariats et ces intégrations dans des écosystèmes ouverts. Et puis, si on parle des banques, je crois que sur les banques, il se passe un peu la même chose. Les banques, elles savent très bien faire leur métier traditionnel. Il y a certaines innovations sur lesquelles, par nature, les fintechs vont aller un peu plus vite. Et nous, on a des relations commerciales ou des relations de partenariat avec des banques qui utilisent nos services et nos plateformes techno pour pouvoir apporter plus de valeur à leurs clients. Et à la limite, c'est pas grave et c'est même très bien, puisque nous, on considère une banque ou un étant un client et ils sont servis de la même façon. Je te rejoins vraiment, Edouard, sur le développement des modèles de plateforme qu'on constate de plus en plus dans le marché bancaire notamment. Peut-être un mot, il nous reste 2 minutes pour le dernier thème sur les perspectives de croissance à l'international. Olivier, je te repasse la parole pour que tu puisses nous dire un peu ce qu'il en est pour Advise. Pour nous, c'est entre guillemets simple et compliqué. C'est simple parce que la technologie finalement elle est assez universelle et même la réglementation en termes de ce qui concerne le conseil financier, elle est uniforme au niveau européen. Il y a une nouvelle vague qui va arriver là en fin d'année ou plutôt début d'année prochaine avec MiFID 2 et un certain nombre de réglementations qui vont encore amplifier tout ça au niveau du conseil financier. Donc on pourrait penser c'est scalable très facile. Alors c'est vrai en termes de technologie parce que finalement profiler un client, tenir une position pour lui délivrer du conseil, je peux le faire un peu partout dans le monde, juste en tenant compte bien entendu des spécificités locales. L'assurance vie c'est franco-français donc je ne vais pas aller vendre ça à un Allemand ou encore à un Suisse. Après il ne faut pas oublier par contre une différenciation qui est la différenciation sur la culture et on n'a pas du tout les mêmes niveaux de culture financière d'un pays ou un autre ou les mêmes habitudes. Donc nous on y croit beaucoup. On a, pour résumer, une technologie qui est complètement scalable à l'international. On aura besoin par contre pour la déployer d'acteurs locaux, en particulier au niveau de la distribution, parce que le maillage il est encore extrêmement important au niveau local à ce niveau-là. Edouard, les perspectives de croissance à l'international pour SlimPay? Nous on y est déjà et on bénéficie d'un truc super qu'on a en Europe qui est l'harmonisation des normes bancaires. Donc effectuer un paiement par prélèvement, techniquement ça marche exactement de la même façon dans les 34 pays de la zone CEPA. Donc notre terrain de jeu naturel aujourd'hui c'est l'Europe et techniquement le produit marche partout. Après c'est pas parce que techniquement ça marche partout que les usages sont les mêmes partout. Et donc quand je disais que le paiement c'est un métier avant tout d'usage, on revient un peu à ce que je disais au début, puisque dans la façon de scaler la boîte et de conquérir des nouveaux marchés, aujourd'hui c'est principalement une problématique d'adoption et d'usage qu'une problématique technique. Donc ça c'est quand même la chance énorme qu'on a d'avoir ce marché unifié qui techniquement marche pareil. Après
dépasser les frontières de l'Europe et aller ailleurs dans le monde, là c'est passer à une autre échelle, puisque, et notamment sur la partie des paiements récurrents et du prélèvement bancaire, il y a autant de normes et de pratiques qu'il y a de grands pays ou de grands bassins économiques dans le monde. Et donc ça, je dirais que ce sera plutôt pour un temps 2. Merci beaucoup, messieurs, pour cette plongée dans le monde de la French FinTech. Et à très bientôt dans la French FinTech. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va revenir sur le cœur de la French Touch conférence, c'est-à-dire la French Touch. Et qu'est-ce qui fait la French Touch? C'est cette question qu'on souhaite que nos deux intervenants se posent mutuellement. Deux représentants émérites. C'est comme un duel, là. Ils sont de chaque côté, là. Ils sont prêts à entrer. Et on a 15 minutes avec ces deux. Et je vais venir, comme je vous l'ai dit ce matin, je vais venir vous chercher. Je veux que vous les challengiez. Ils ont un peu à échanger, mais à vous de les challenger. Et on a un représentant de